Le CECI fut créé en 1887, soit 3 ans après la loi créant les syndicats, qui est donc la loi Waldeck-Rousseau. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur, car il a fallu attendre 1906 pour avoir un ministère du Travail. Donc il a été ministre de l'Intérieur et président du Conseil, soit l'équivalent d'un Premier ministre aujourd'hui. On a souvent du mal à bien s'imaginer, mais c'était quand même une période extrêmement différente, dans le sens où n'existait pas de syndicats tels qu'on les connaît. D'ailleurs, n'existait aucune protection, et j'en parlerai plus tard. Existaient essentiellement des corporations. Donc en réalité, soit vous étiez dans des corporations fortes, puissantes, et vous réussissiez à avoir quelque chose d'à peu près correct, soit vous étiez ce qui était la majorité du cas dans d'autres corporations, et vous étiez dans la plus grande misère ouvrière. Et de surcroît, quand il y avait des conflits qui se faisaient à l'époque, là encore c'est quelque chose qu'on oublie, mais les conflits de l'époque n'ont strictement rien à voir souvent aux conflits d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se finissait fréquemment dans le sang. Pour rappel sur les conditions de travail des ouvriers de cette époque, je rappelle qu'on ne parlait pas de salariés, on parlait éventuellement d'employés. Les gens travaillaient quand même 7 jours sur 7, 12 heures par jour, pas de salaire minimum. Le travail des enfants était tout à fait possible, car ça n'est qu'en 1841 qu'a eu la première loi sur le travail des enfants. Et vous savez à quel âge? Interdiction de travailler avant 8 ans. En 1851, ça a été interdit de travailler à partir de 12 ans. Et quand vous regardez le pourquoi de ce 12 ans ou 8 ans, ça n'est pas parce que finalement on était pour une question d'humanisme, mais c'est essentiellement parce que les jeunes hommes, à 20 ans, étaient usés, fracassés. Cette photo est très jolie puisqu'elle montre bien comment étaient, vous voyez, pieds nus, etc., les enfants. Ces enfants qu'on voit, ils ont une douzaine d'années, voilà. Et ils travaillaient 12 heures dans la journée, comme leurs parents. Je ne vous explique pas la différence de salaire aussi, parce que là, quand vous voyez les choses à l'époque, alors les femmes étaient payées la moitié des hommes, et les enfants la moitié des femmes. C'est dans cet environnement que des hommes courageux ont eu l'idée de créer un syndicat s'appuyant sur les pensées catholiques, sociales, humanisme, et les deux étaient étroitement liés pour les fondateurs. C'est ainsi que le 13 septembre 1887 se réunit 18 personnes pour créer le CECI, sous l'égide du frère Hieron, de son nom de baptême, Jean-Baptiste Girodias, frère des écoles chrétiennes, et qui était empreint de ces idées humanisme à l'époque, et qui ont fondé le CECI. Je le dis tout de suite, aucun religieux n'a jamais été dirigeant du CECI, mais ils ont été pères fondateurs. Le dépôt des statuts officiels s'est fait le 18 octobre 1887 à la préfecture de la Seine. D'ailleurs, vous les voyez en ce moment. Et le premier président du CECI s'appelle Paul Dubois. Alors, on n'a pas de photo. Le syndicat s'installera aux 14 rue des Petits Carreaux. Et alors, c'est un nom qui lui resta pendant très longtemps, puisqu'en fait, son surnom était le syndicat des Petits Carreaux. À Paul Dubois succéda rapidement Paul Baé, qui alors là, pour le coup, est le président qui a véritablement mis en œuvre le syndicat et qui donna une orientation plus professionnelle du syndicat en allant recruter des adhérents dans les patronages parisiens, créant les premières sections géographiques sur l'ensemble du territoire. Il est à noter que le CECI, et c'est amusant, a un saint patron, et alors, je l'ai redécouvert, c'est Saint-Michel. Les racines du CECI, et c'est toujours important de connaître ces racines, elles s'appuient clairement sur la morale sociale chrétienne et sur les réflexions humanistes développées à l'époque, et notamment par un sociologue qui s'appelle Frédéric Leplay, et qui a vraiment eu une grande influence sur la réflexion, l'humanisme qui devait prévaloir. La volonté farouche de ses créateurs et de ses premiers dirigeants a été de remettre une dimension sociale pour amoindrir les conditions des ouvriers et des employés de l'époque. Il est amusant de noter que dans les différentes publications du CECI, qu'à l'époque, le patronat disait déjà ce que l'on entend aujourd'hui, que l'économie devait primer sur le social. On y trouve également des réflexions sur les syndicats, telles que le syndicalisme ne servait qu'à empêcher l'économie de tourner en rond et, bien évidemment, conduirait le pays à sa ruine. On voit le progrès qu'on a fait, comme quoi. Alors,
à l'initiative de Paul Baillet, président du CECI, donc de 1889 à 1907, la première revendication forte a été la mise en place du repos dominical. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaillait 7 jours sur 7. Le CECI a également mis en place de nombreux services, bureaux de placement, une sorte de pôle emploi de l'époque, qui n'existait pas bien évidemment, une société de secours mutuel avec comme service l'assurance maladie, les garanties d'essai, et même une sorte de complémentaire retraite. Je rappelle que tout ça n'existait pas. Des formations sur divers métiers, les langues, la dactylographie, la comptabilité. L'ensemble de ces services ont servi d'inspiration plus tard à la création en 1945 de la sécurité sociale, à l'assurance chômage en 1958, en 1980, Jacques Tessier, président du CECI, a fait voter une loi au Parlement qui permettait aux chômeurs d'être considérés comme des travailleurs, c'est-à-dire maintien du droit à la retraite, sur la convention des allocations au chômage. Avant ça, quand vous étiez au chômage, vous n'aviez plus rien. Finalement, quand on voit tout ça, on voit bien que, y compris les mutuelles et nos partenaires qui sont là aussi, finalement, sont les héritiers de tout ça, sont partis de là et ont évolué, mais on est bien sur la genèse de leur création. Il est évident qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde a l'impression que tout ça a toujours existé, que c'est même gravé dans le marbre. Mais malheureusement, rien n'est garanti et on le voit, et tout peut être mis en cause. Et on en doit en être conscient. Car dans nos actions, dans la façon dont nous allons devoir militer, dont nous devons militer, nous devons nous rappeler que tout ça est fragile. Les dirigeants du CECI successifs ont tous œuvré dans un temps à la mise en place de la Confédération CFTC, dont le CECI est le syndicat racine, et qui a permis sa création. Ce qui a permis de l'affirmer, c'est que 7 présidents et secrétaires généraux du CECI ont été également présidents et secrétaires généraux de la CFTC. D'ailleurs, en réalité, jusque dans les années 50, tous les présidents et secrétaires généraux de la CFTC l'étaient au CECI. Ce qui implique aujourd'hui une difficulté d'ailleurs dans les recherches, c'est qu'en fait, les actions des deux sont complètement liées et forcément, ces dirigeants mettaient d'abord en avant les actions de la Confédération. Pour faire connaître l'ensemble de ces revendications, les différents dirigeants ont participé à nombre d'événements nationaux et internationaux, tels que les expositions universelles. Le CECI a d'ailleurs eu plusieurs récompenses, médailles d'argent, médailles d'or, diplômes d'honneur, à chacune de ces événements internationaux. Dans l'exposition universelle de 1889 à Paris, il y a eu le congrès international qui a porté création de la Ligue pour la défense du repos dominical. Le repos dominical, ne l'oublions pas, n'a été obtenu qu'en 1906. C'est-à-dire que c'est seulement en 1906 qu'il y a eu un jour de repos hebdomadaire dans la semaine. Les différentes grandes personnalités qui ont conduit à la destinée du CECI, je souhaiterais mettre en avant une femme, qui est Madame Madeleine Tribolati, qui, sans être directement dirigeante du CECI, mais qui était vice-présidente de la Confédération CFTC, à l'époque où Gaston Tessier, président du CECI, était président de la CFTC. Elle fut formée par les écoles normales ouvrières du CECI-CFTC. Elle écrivait des articles dans l'organe mensuel du CECI, qui s'appelait L'Employé. Et cette femme exemplaire a été le fer de lance de la mise en place du syndicalisme féminin et de la reconnaissance du travail des femmes. Elle revendiquait dans les branches professionnelles, ce qui est quelque chose qui paraît aujourd'hui normal, à travail égal, salaire égal. Cela dit, à l'époque, on lui répondait clairement que, vu que les femmes mangeaient moins que les hommes et qu'elles récommodaient elles-mêmes leurs vêtements, elles n'avaient donc pas besoin d'avoir la même rémunération. Enfin, son combat a permis la reconnaissance du droit des femmes au travail, toujours dans les grandes dates qui ont prévalu à l'histoire du CECI. Donc c'est en 1919 que la CFTC est créée. Son premier président est Jules Zimmer et son secrétaire général Gaston Tessier.
comme vous le verrez, respectivement président, comme je l'ai dit tout à l'heure, et secrétaire général du CECI. Ils avaient créé, pour créer la CFTC, 2 ans auparavant, la Fédération du commerce et des employés, qui avait permis de fédérer nombre de syndicats, de structures, d'obédience un peu sociale, qui a permis de rentrer dans cette Fédération du commerce et des services et qui a permis de faire émerger la CFTC. Les dirigeants du CECI se sont également inscrits dans la mise en œuvre et la création d'organes internationaux à travers notamment la Confédération internationale des syndicats chrétiens, le CISC, dont plusieurs dirigeants du CECI ont été des dirigeants de cette organisation. Ils ont également, à travers le CISC, participé à la mise en œuvre de l'OIT. Il est amusant de lire que les dirigeants du CECI s'inscrivent dans une volonté de syndicat réformiste. Ils entendaient par là la volonté de faire avancer le progrès social par la négociation et la capacité de discuter pied à pied avec des dirigeants d'entreprise et les politiques, sans pour autant s'interdire d'avoir recours à l'épreuve de force si malheureusement il n'y avait pas d'autre solution. Dans les années 1880, 90 et après, à l'époque, il y avait 2 formes de syndicalisme assez opposées, qui étaient un syndicalisme dit révolutionnaire et un syndicalisme de concertation et d'adaptation. J'aurais tendance à dire, en réalité, que les 2 sont nécessaires pour pouvoir avancer. N'oublions pas que ce siècle fut particulièrement traversé par des crises politiques, je vous engage à regarder, vous verrez, et de nombreux conflits. N'oublions pas que son premier secrétaire général, Charles Vianney, est mort en 1914, au tout début de la guerre, à Arras. Si l'on fait un bond en avant maintenant, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les dirigeants du CECI, à l'instar de ceux de la CFTC, se sont mis dans la clandestinité. Et cette attitude a valu à Gaston Tessier d'être membre du Conseil national de la Résistance, à laquelle on doit, entre autres, la création de la sécurité sociale, des comités d'entreprise et bien d'autres avancées sociales. Il sera d'ailleurs fait officier de la Légion d'honneur et médaille de la Résistance par le général de Gaulle. Le CECI a permis à la CFTC de poursuivre sa route quand celle-ci s'est transformée en CFDT en 1964. Petit bond encore en avant, pour arriver à la période contemporaine, j'ai pour ma part succédé à Philippe Seigna, qui nous fait le plaisir d'être là, à la présidence du CECI. J'ai d'abord été son secrétaire général pendant 2 ans, puis en 2010, j'en suis devenu le président. Nous avons continué nos actions de proximité, de syndicats de terrain, et nous revendiquons d'être un syndicat de terrain. Nous revendiquons d'être avec les salariés dans leurs entreprises. Et nous avons porté le combat au niveau national, notamment à travers le CLICPé. Karl Gazi, ici présent, représentant de la CGT, que je remercie d'être là, est animateur avec moi du CLICPé, plus d'autres organisations. En 2010, il est à noter que cette intersyndicale originale existe donc depuis 2010 et nous sommes en 2017, elle existe toujours. Ne cherchez pas, il n'y en a pas d'autres. À travers une plateforme commune, donc, nous avons conduit ces combats et nous avons eu de très belles victoires. Certaines ont été âpres, notamment celle avec LVMH, où nous avons dû aller jusqu'au Conseil constitutionnel pour les faire condamner et gagner définitivement sur le travail de nuit et la reconnaissance que le commerce n'avait pas. Un autre adversaire particulièrement pugnace sont les grands magasins, et notamment les Galeries Lafayette, où il a fallu lutter contre tout, le travail du dimanche, les amplitudes horaires, le travail de nuit. Il est honnête que là aussi, nous avons systématiquement gagné. Et nous avons gagné aussi parce que nous avons su travailler ensemble. Nous avons également gagné contre le gouvernement, le précédent président de la République, quand celui-ci avait pris un décret généralisant le travail du dimanche dans les entreprises du bricolage, que nous avons fait annuler devant le Conseil d'État. À travers le CLICPé, nous avons également été très actifs sur la loi dite Macron, où nous avons fait de nombreuses manifestations, mais également par rapport à la loi El Khomri. Le CECI a dû malheureusement accompagner dès 2016 et 2017 4 plans de licenciement d'entreprises. Vivart, Marks & Spencer, Mime, Tati. Je finirai sur ces quelques mots.
Nous rentrons dans une période difficile, de remise en cause forte des règles que nous pensions acquises. Il est à craindre que pour les tenants d'un libéralisme les plus durs, cela ne soit pas suffisant. Et si vous écoutez bien, grand nombre demandent déjà d'aller beaucoup plus loin. Nous, organisations syndicales, nous devons revenir à l'essence même de ce qui est prévalu à notre création, soit la défense et la promotion du progrès social. J'espère que l'ensemble des organisations syndicales, à l'instar de celles composant le CLICPé, nous saurons nous regrouper pour défendre l'essentiel et mieux encore regagner ce que nous venons de perdre et dans l'intérêt des salariés. La solidarité ne peut pas être un simple mot et l'économie doit être au service de l'homme et non le contraire. Et j'affirme, et je l'ai déjà écrit et je le redirai souvent, la grandeur d'un pays, pour moi, se reconnaît à la protection sociale qu'il accorde à ses citoyens et non pas le contraire. Je finirai en souhaitant au CECI et à l'ensemble de ses membres d'aussi grandes réussites dans l'avenir qu'ils ont réussi à en avoir dans son passé. Je remercie également l'ensemble de ces jeunes juristes, et j'en vois quelques-uns ici, qui participent avec énormément d'enthousiasme à la vie du CECI et à l'animation de celui-ci. Merci également à l'équipe qui m'entoure, et croyez-moi, ce n'est pas tous les jours facile pour eux. Un grand merci également à l'ensemble de nos partenaires que vous retrouverez en haut et qui nous aident à fonctionner et à mettre en œuvre notre politique au service de nos adhérents. Et maintenant, place aux réjouissances. Je vous propose qu'on se retrouve tous en haut autour d'un verre de champagne pour fêter dignement cet anniversaire. Merci à tous.